Cet homme est un personnage. Chez les frères maristes, le petit Michel était turbulent. Mais le général Boéry, lui, ne jure que par la discipline. Sa profession de départ, avocat. Mais il déplore un monde de la F1 tombé entre les mains des juristes. Il est raffiné, cultivé, latiniste, mais il n'en maîtrise pas moins toutes les subtiles nuances du conducteur de charrette. Tu crois que tu me fais peur, gros sac? Vestal, autoproclamé, il se reconnaît dans ces prêtresses romaines qui faisaient vœu de chasteté pour 30 ans. Son sacerdoce à lui, veiller sur le temple automobile de Monaco depuis près de 50 ans. Ce fier monégasque à la stature internationale a su croiser le fer pour défendre nos couleurs. Il aurait pu devenir président de la FIA, mais il a préféré rester au volant de l'ACM. Lors du mouvement MeToo, il a joyeusement roulé à contresens en maintenant les Grid Girls à Monaco. Il est devenu président du vénérable Conseil de la Couronne, mais il a gardé toute sa liberté de ton. Michel Boéry, le charismatique président de l'Automobile Club de Monaco, est notre invité ce soir à la Vigie. La Vigie dire bonjour. Bien sûr, maître Boéry, je vous ouvre le portail, nous vous attendons en haut de la villa. Maître, bonjour et bienvenue à la villa La Vigie. Yann, Anthony vous attend déjà. Ah, je ne connais pas ce monsieur. Voilà. Monsieur le Président. Vous êtes nouveau? Alors vous n'allez pas rester longtemps. Vous êtes ancien? Je peux pas vous serrer la main, malheureusement. Je suis pas ancien, je suis démodé. On doit garder nos distances. Je vous ferai bien la bise, mais... Très bien, non, mais je veux pas de bise. Restez là. Non, mais vous allez bien, Président? Oui, je vais très bien. Parlez fort. Alors, on essaye. Vous savez que Dirk est un fan d'automobile et du Grand Prix. Il est très triste qu'il n'ait pas lieu cette année. Non, mais vous voulez dire de voitures à pétrole quand vous Tout regardez. à fait, absolument. C'est tout à fait ça. Tout à fait. Non, mais ça Oui, n'a aucune importance. Pourquoi? Eh bien, parce que quand une femme se refuse, on en a envie un peu plus. Donc l'année prochaine, ça va être la ruée. À Monaco, l'automobile se conjugue à tous les temps. L'année prochaine, on aura le Grand Prix historique, Tout à fait. le Grand Prix de F1 classique. Le dernier, 4e semaine de mai, on commence par l'historique, Ouais. on passe par l'électrique et on finit bien sûr par la F1. Ça fait un mois de sport automobile. Donc là, vous aurez une année sabbatique là, en 2020 et puis 2021. Vous savez, il faut faire ce qu'on peut faire chaque jour. Ouais. Là, pour 2021, on a prévu ce qu'il faut faire. 2022, on verra. Et après, Dieu dispose. Ça me fait plaisir de vous avoir ici, moi Monsieur le aussi, Président, cher Michel Je Boéry. préfère être invité ici qu'ailleurs. Eh oui. Et ici, Vous en avez plus, beau vous savez qu'ici, il y a des chambres avec plusieurs thèmes, dont... L'automobile, le Grand Prix. Vous m'avez fait peur. Non, non. J'imaginais plein de choses. mais- Oh, ça commence bien. Ah, écoutez, Mais, Michel, je vous en prie. la maison ne s'y prête pas. Mais enfin, Non, ça effectivement. ça devrait être pratique. Vous voyez par là. Je vous suis. C'est confortable en plus, c'est agréable. En plus, Oui, oui. Alors soyez brillants parce que je risque de m'endormir quand je suis trop Est-ce bien que- installé, et moi ça- c'est pas bon. c'est un plaisir de vous recevoir C'est très ici, gentil à vous, je suis très heureux dans d'être cette avec vous. émission. Et d'ailleurs, nous disions quand on s'est rencontrés tout à l'heure que votre première émission avec la rue avait été fort intéressante et Ça vous très a agréable à suivre. Oui, je l'ai regardé. Ce genre de bout en bout. parcours, ça vous inspire? Moi, j'ai une autre formation, donc je pense qu'il a été. Je ne parle Je pas de la, rappelle je ne parle Fabrice pas de la Larue, réussite financière. Qui était charbonnier à 13 ans, qui n'est pas allé à l'école et qui a revendu sa société de production à TF1 pour une D'accord. fortune et il a pu s'installer à Monaco. Bravo. Moi, j'étais fils à papa. Je n'ai jamais rien foutu. Je suis où je suis. Voilà. Chacun son résumé. Vous aviez un historique. rêve, vous, quand vous aviez 13 ans? Oui, fuir la maison d'urgence. D'accord. Eh bien, c'est normal, hein, c'est parce qu'à l'époque, les parents n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Je veux dire, il y avait quand même une discipline
à la maison qui vous forçait un peu à regarder vers l'extérieur, ce qui était mieux d'ailleurs. Et vous étiez à la maison ou vous étiez à l'internat? Ah non, moi j'étais à l'internat, donc la maison c'était les bons moments. Enfin, je parle de... Non, moi j'ai fait plusieurs internats, mais celui qui me laisse le moins bon souvenir, j'allais dire le moins mauvais, le moins bon souvenir, c'est la Seine-sur-Mer. C'était des maristes, c'était des anciens frères missionnaires, et l'école était une ancienne école de marine. Alors, je vous assure qu'ils n'avaient pas la délicatesse que l'on a aujourd'hui avec les enfants. Non, c'était bien, je ne regrette pas. Vous avez été élevé à la Rude? Moi, je n'avais pas un père qui était rigolo pour commencer, c'était déjà bien. Et puis, ce genre d'établissement, mais ça dépend. Il y a des gens qui se plient à tout, c'est facile, ils encaissent, ça va, c'est les plus intelligents. Puis il y en a qui encaissent mal. Alors, Votre père n'était pas un rigolo? Non, non. Et vous avez une fille, vous êtes un rigolo? Avec ma fille, bon, je ne crois pas, mais je suis obligé de l'être. Il faut savoir évoluer, voilà. Je sais que... Moi, j'ai été un fils modèle. Non, mais je vous assure... je n'en doute pas. Je vous assure que je parlais presque à la troisième personne à mon père. Non. Mais c'était bien quelque part. Ça fixait les hiérarchies, ça fixait les rapports humains. On ne se tombait pas dans ce mini-mélodrame journalier. Ah, j'ai pas la bonne montre. Tout ça, on ne savait pas. Et on appréciait, en fait, qu'est-ce qu'on a apprécié? On a apprécié les premiers temps où on sortait, les premières cuites, entre guillemets, les premières filles, les premiers... Enfin, tout, quoi. Bon, c'était bien. À l'époque, il y avait un sens de la discipline, un sens du respect, un sens de l'obéissance. Je crois que c'était beaucoup plus inné que ça l'est aujourd'hui, c'est évident. De temps en temps, je regarde des émissions enquête sous haute tension, quand j'entends ce que les jeunes, qui soient des cités ou d'ailleurs, osent dire à des gendarmes, en leur crachant au passage sur la gueule. Alors, ça vous choque? Ça me choque. Ça me choque. J'admire leur patience. Quand on ne respecte pas l'autorité, ça vous choque? Ah ben tout à fait. Non mais l'autorité, c'est pas une dictature. L'autorité, c'est un mode de vie, c'est un mode de conduite. Alors pourtant, ces petites frappes, vous auriez été amené à les défendre, parce que votre métier, c'est avocat. Pourquoi vous êtes devenu avocat? Eh bien parce que c'était le plus facile. Non. Et non, j'avais pas envie de me retaper des études trop longues et trop difficiles, donc 4 ans de licence et 1 an de DES. Ça vous convenait? Largement, mention, on n'y revenait pas, c'était l'essentiel. Non. Vous avez exercé combien de temps? Longtemps, 20, je ne sais plus. Attendez, j'ai des avocats en 60... oui, même avant, 65, pas quelque chose comme ça. Enfin, et aujourd'hui, vous êtes avocat honoraire? Ah oui, bien sûr. Comme les vieux boucs, chez les pompons qui pendent aux cornes, chez une bête de concours, voilà. Non, mais c'était autre chose. C'était des cabinets où, maximum, on était 2 ou 3. Oui. Aujourd'hui, c'est devenu des usines. Nous, on avait, non pas comme mission, lorsqu'un client venait, de lui exposer magistralement et de l'abreuver de polycopier pour lui dire quelles étaient toutes les solutions, on lui donnait la solution. On se trompait souvent, hein. Mais au moins le type sortait en disant « Ah, il m'a dit de faire ci, ou il m'a dit de faire ça ». Et quand on sort maintenant, ça nous est arrivé pour d'autres affaires, vous avez 4 possibilités, ceci, c'est très bien fait. Et alors, maître, qu'est-ce que je fais? Ah, très difficile. Ah bien, merci, au revoir. Oui. Quand je regarde votre parcours, oui. vous avez eu toutes les distinctions, tous les honneurs, tous les postes. Vous êtes président du Conseil de la Couronne. Eh oui. Président de l'Automobile Club. Eh oui. Vous êtes grand officier de la Légion d'honneur. Eh oui. et pourtant, vous n'avez jamais rien demandé. C'est normal, j'ai tellement de talent qu'on me remarque sans que je fasse rien, c'est évident. Non, je vous assure, moi, la vie, c'est un enchaînement de choses. Je ne les ai jamais cherchées vraiment. Elles me sont arrivées sans grand mérite, quelque part. Et j'y suis très bien. Je veux dire, quoi qu'il m'arrive, moi, je suis bien. Ça me dérange pas. Sans grand mérite. Non, donc, en gros, parce que je vous connais un petit peu quand même, vous dites souvent « je ne dois rien à personne ». Eh bien, heureusement, donc, vous ne devez rien à personne et vous vrai. ne méritez rien non plus. Mais vous avez tout. Écoutez, j'ai eu la chance de naître dans un milieu où je n'ai souffert de rien, si je puis dire, bien au contraire. Donc, je veux dire, pour moi, ça allait de soi. Si vous parlez de politique, mon père était déjà conseiller national, mon grand-père était au Conseil de la Couronne, etc., etc. Quelque part, j'avais toujours vécu autour de ça. C'est pour ça, attendez, j'apprécie tout à fait ce qui m'arrive. Si vous parlez du Conseil de la Couronne, je vais faire un petit coup de vianderie, la confiance que m'a accordé le prince, si vous voulez. Mais
Non, je pense que quand on me met quelque part, je fais le job. Voilà. Alors pour bien ou mal, ça, c'est chacun son appréciation. Est-ce que pour autant vous avez vraiment confiance en vous? Oh non, Je ne veux pas que vous allongiez, c'est pas non, une, je c'est crois pas une thérapie. Hein, pas, mais... Ça veut dire avoir confiance en soi. Par exemple, vous m'avez dit, moi à Qu'est-ce que l'émission, je ne me regarderai pas, je déteste me regarder à la Eh télévision. bien sûr. Pourquoi? Eh bien parce que je trouve que se donner un spectacle, pour un type comme moi qui passe par hasard, on n'est pas précis, on n'est pas professionnel, c'est clair et net. Je veux dire, dans la forme d'expression, dans la gestuelle, tout ça, on ne sait rien. Donc, comme j'aime les choses bien calibrées, bien faites, et que je sais qu'au terme de cette émission, ça ne sera pas formidable, je n'ai pas envie de me voir louper un truc. C'est simple. Qu'est-ce qui vous inquiète? C'est les fautes de concordance des temps Comme tout le monde, j'essaye de parler une langue à peu près normale. Ouais. Je dois dire que je souffre quand je vois les textos avec les résumés grammaticaux qui me laissent ébahi. Moi, j'ai fait latin-grec, donc je veux dire, je suis un littéraire. Les maths, je ne sais même pas, 1 et 1, ça fait 2, partant, je dis 11, je ne sais même pas. Non, je trouve qu'il y a un plaisir dans la forme, dans l'écriture, dans la lecture, dans la rédaction, dans la ponctuation, dans l'orthographe. Tout ça est un tout qui manque un peu aujourd'hui, si j'ose ainsi le dire. À un moment donné, vous avez eu l'opportunité de présider la FIA, Oui, alors ça, la Fédération internationale oui. de l'automobile, oui, et vous n'y êtes pas allé. certainement pas. Pourquoi? Tu as raison. La principale, c'est que quand on est à ce genre de poste, on prend des décisions qui touchent l'ensemble des gens qui sont dans une même discipline. Si c'est la F1, on est président de tous les pays, mais de ce qui était la F1. Donc, vous prenez une décision, vous êtes obligé d'avaliser une décision qui va contre votre propre club, ça ne peut pas marcher. En revanche, si vous faites cacher pour votre club, ça ne marche pas non plus. Donc, j'ai toujours pensé que Monaco avait suffisamment d'image de marque pour rester en dehors tout en ayant les pieds dans le monde international, parce que si on n'est pas puissant, entre guillemets, à la FIA, c'est dramatique. Donc j'ai flirté avec la FIA de très près, mais je n'ai pas voulu y faire carrière, ou je veux dire, je ne trouvais pas une explosion de joie à devenir président de la FIA. Donc pour vous, c'était plus important de rester président de l'Automobile Club de Monaco que de présider la Fédération internationale de l'automobile. Écoutez, quand on voit les congrès qu'ils font et les endroits où ils les font, je préfère être à Monaco, je n'en dirai pas plus. Voilà. Non, je n'ai pas échappé belle, j'ai choisi de ne pas y aller, j'ai très bien fait. Très, très bien fait. Ça, c'est votre petit côté, ça me suffit? Non, Vous préférez rayonner ici à Monaco écoutez, que de jouer les grands chapeaux à plumes à Paris ou ailleurs dans le monde? Je trouve que les fonctions, d'une manière générale, sont tellement dérisoires que se parer des plumes d'un président international, je pense que je n'aurais pas réussi parce que j'aurais trop rigolé au fond de moi-même. C'est pas possible. Donc, je tire à ma hauteur, si je puis dire. Mais d'un autre côté, est-ce que ça n'aurait pas été utile aussi pour Monaco, pour la pérennité du Grand Prix, de présider la FIA? Et non. Parce que... De vraiment hisser les couleurs. Il est beaucoup plus facile d'être ouvrier que le concepteur. Hein. Avoir une bonne idée, c'est bien, mais la mettre en œuvre, c'est autre chose. L'Automobile Club, c'est un outil. Je veux dire, on s'inspire ou on applique certaines décisions internationales, mais après, c'est un savoir-faire local. Et puis, chaque pays a sa spécificité. C'est notre cas dans tous les domaines, au demeurant. Donc, vous savez... C'est un savoir-faire local dont on fait bénéficier les autres. On va à Hanoï, par exemple, pour leur expliquer comment on sait faire les choses. Oui, mais alors, je vous rassure, on ne leur dit pas tout. Hein. Beaucoup de Grands Prix qui veulent se faire en ville, sommes quand même l'ancêtre du circuit en ville, c'est clair et net, viennent très gentiment nous demander, mais après ils ne réalisent pas une chose, c'est que nous c'est une entreprise presque gouvernementale. L'Automobile Club est tout à fait indépendant, mais sans le concours du gouvernement, des services de l'État, de tout ce que l'on peut imaginer, on ne fait rien. Qui plus est, sans les subventions que nous donne l'État, on ne fait rien. Donc les autres, ceux qui sont autorités nationales, ont trouvé maintenant la solution. Ils délèguent à des promoteurs qui n'ont rien à voir avec leur club l'organisation d'un Grand Prix. Ils y arrivent, mais je veux dire, ça n'a plus aucun caractère international. Juste pour que ce soit bien clair, oui. En gros, il y a les automobiles clubs, il y a les promoteurs de Grand Prix et les autorités nationales. Dans les autres pays, ce sont des entités bien séparées. Tout à fait. À Monaco, 3 en 1.
Tout à moi. Voilà. Au moins, je ne me contrarie pas. Autant pour nous, on était en train de dire que vous n'étiez pas trop ambitieux, etc. Non, Là, mais on vient de comprendre. Mais d'un autre côté, vous faites ça parce qu'il y a des caméras, vous faites ça pour la télé. Non, pas du tout. Souvent, je vous observe beaucoup, Oui, Michel. oui. Ah ben, vous avez bien raison. Et quand je vous vois, surtout dans les manifestations officielles, vous ne vous mettez jamais en avant. Vous restez toujours un peu en arrière, les mains dans le dos. Voulez-vous que je les mette? Je ne sais pas. Non, mais Je ne sais pas. vous cherchez pas à Donnez-moi une exister. idée. J'ai appris une seule chose. Nous organisons, donc c'est nous qui sommes les patrons, entre guillemets, de ce qui se passe. Alors, pousser vers l'avant des gens dont on sait que ça les flatte ou qu'ils aiment, on fait un pas en arrière, c'est vraiment pas grave. C'est aussi simple que non, mais ça fait pas. C'est dans le métier, si je puis dire. Et oui, on est hôtelier, bordelier, on est tout ce que vous voulez, qui finit en ier. Hein. Voilà. Ça peut bien faire de voir un type de Monaco devant, on s'en fout. C'est pour mettre en avant des gens qui viennent de l'extérieur et qui auront le beau souvenir, la photo près du prince, etc., etc. Je trouve que c'est normal. Il n'y a qu'une seule fois où je vous ai vu vous mettre devant. Regardez cet extrait. C'est Sénat qui est en train d'arroser tout le monde. Monsieur Dubois, qui était le patron de Moët & Chandon, se met en travers. Et moi, je rigole, ah non. Non, c'est vous qui vous mettez en travers. Oui, je me mets en travers parce que j'avais soif, voilà. Non, Je vais à la bouche vous ouverte. mettez Non, je ne me mets pas en travers, je me suis mis respectueusement devant mon prince. C'est Je ne ça. me suis pas mis en travers, monsieur. Je sais vivre, moi. Et je lui ai tourné le dos en m'excusant 30 fois de le lui avoir Donc tourné. on est en Je l'avais jamais 1987. fait. Oui. On est en 1987. Et c'était- Ayrton Senna gagne. Gagne, oui. Et là, il prend le champagne et il commence à asperger la famille princière. Alors, je vais vous dire, c'est notre faute, parce que la leçon, on l'a retenue. Maintenant, chaque fois que le vainqueur arrive, on a un type du comité d'organisation qui le redresse vers le large. Voilà. C'est ça. Et là, c'est désagréable. Depuis cet épisode-là. Ah oui, c'était quand même... c'était le prince régnier, hein, il n'aimait pas être mouillé. Non, mais c'est intéressant ce réflexe que vous avez eu. C'est pas intéressant ce réflexe. J'ai pensé à ce qu'on allait me botter les fesses, alors j'ai essayé de calmer la situation, voilà. Non, mais comme quoi, on ne peut pas tout prévoir. En Formule 1, tout est cadré. Il y a une charte pour tout, y compris pour l'organisation des podiums. On voit bien, où qu'on soit dans le monde, les podiums se ressemblent tous, ils ont les mêmes sponsors, la même musique, le même protocole, etc. Sauf à Monaco. Parce qu'à Monaco, c'est la tribune princière. Et ce qui vaut à Monaco d'avoir dans le règlement sportif et dans toutes les règles, la mention, pour beaucoup d'aspects, c'est comme si, c'est comme ça pour tout le monde, except for Monaco. Même pas, except Monaco. Bon, sauf Monaco. Sauf Monaco. Bon, écoutez, à côté du sport automobile, il y a quand même une grande place de spectacle. Je crois quand même que pour les téléspectateurs, l'arrivée du prince, les motos au début, les carabiniers, tout ceci, c'est un plus sur lequel je pense qu'on doit surfer et maintenir tout à fait le protocole qui entoure cette cérémonie. Pour moi, c'est normal. Enfin, Mais au-delà de la cérémonie, c'est la singularité de Monaco qui fait toute la différence. On est tout petit et on arrive à imposer nos particularismes. Je crois qu'on arrive à l'imposer pour plusieurs raisons. La première, fait souvent l'imbécile, mais en réalité, on est sérieux quand on est sur le job, on ne rigole pas. Ensuite, on ne travaille pas seul. Je veux dire, on est un groupe de 7, 8, 10 personnes qui ont des idées. Et en général, quand quelqu'un a une idée, si elle est valable, on travaille à 10 pour la mettre en forme. Ce qui fait que par rapport aux autres, ça fait moins improvisé. Et puis, chez nous, je veux dire, l'informatique, on l'a découvert presque avant tout le monde. Nous avons nos propres protocoles. Ça joue pour tout, pour le montage, le démontage, le rangement des pièces, ça vaut pour les commissaires, l'arrivée du prince, combien de marches d'escalier, tous les détails y sont. Donc c'est une pièce qu'on joue quelque part. On a un script, on s'y tient. En même temps, vous développez beaucoup, mais vous parlez d'idées. Mais est-ce qu'il y a vraiment tant d'idées que ça qui sont mises en œuvre? Par exemple, le tracé, Oui. il n'a pas changé. Bon, il a changé en 73 avec la piscine, mais depuis... Ah, mais attendez, là, je vous freine. Vous imaginez simplement, on dépasse le Grand Prix. Imaginez Monaco, avec les embouteillages que nous connaissons, sans route de la piscine qui a été créée. Parce que je vais vous donner l'histoire. En 72, quand je suis arrivé,
le chevauchement des voitures sur le quai et retour par le boulevard Albert Ier, c'était une folie, avec une petite direction course ubuesque. On a donc cherché comment faire. Et on en parlait avec le prince Régnier. Et vraiment, le prince Régnier, c'est presque lui qui nous a soufflé l'idée. Mais enfin, je veux dire, on l'avait aussi en tête, je ne flagorne pas. Et comme ça l'intéressait, en un an, avec les moyens de l'époque, on n'avait pas tous les instruments, toutes les machineries, tout ce que l'on peut imaginer, en un an précis, on a fait toute la route de la piscine. Et ça a donné une respiration terrible au Grand Prix. Et alors, le double S autour de la piscine, par exemple, c'est la zone préférée de Charles Leclerc. Tant mieux pour lui. Mais, à 80 à l'heure, c'est déjà difficile. Mais aujourd'hui, est-ce que vous changeriez encore quelque chose? Non, J'en parlais l'autre jour avec Jean-Luc Biamonti, le président de la SBM. Pourquoi ne pas avoir profité du changement de la place du Casino pour changer cette zone-là et permettre éventuellement des dépassements après analyse des lieux et études avec des pilotes, avec des experts? Alors, si on commence à demander... Je sais que je vous lance sur un sujet... Non, mais alors, je vais vous dire une bonne chose. Si on commence à faire le type ouvert, intelligent, qui sait tout, on commence à demander aux pilotes, on commence à demander aux sponsors, aux promoteurs, à ma tante, à ma sœur, on ne fait plus rien. Bon, stop. Alors, on a déjà peut réussi... éviter votre tante et votre sœur. Non, mais ma sœur et ma tante, c'est très bien, elles s'entendaient très bien. Et on était à jouer. Donc, le vrai problème, c'est pas modifier. Si c'est modifiable, on modifiera toujours. Le vrai problème, c'est qu'il faut conforter ce qu'est le Grand Prix de Monaco. Et chaque fois qu'on change un iota, une virgule sur le circuit, il faut faire réhomologuer la piste. Et dans les commissions d'homologation, on n'a pas que des amis. Parce qu'il y a toujours des poils du cuteux qui vont dire « Ah, mais il manque 10 cm ici, mais on va repousser les maisons, bien sûr, c'est évident. » Donc là, nous avons une homologation au moins pour 5, 6 ans, 7 ans, je ne sais plus combien. Mais notre problème à Monaco, c'est qu'on est toujours, justement, vous l'avez dit, il manque 10 cm. Alors, en général, à Monaco, le problème, c'est le manque d'espace et de dégagement. Là, non, place du Casino, là, au contraire, on élargissait. Non, mais cher ami, un, on n'a pas étudié. Deux, il y a ce problème de l'homologation qu'il faudrait refaire. Donc ça veut dire une inspection générale, ça ne veut pas dire que c'est le spot. Ouais. Et deuxièmement, la seule chose que, quand j'en ai parlé à mes gars, parce qu'il faut toujours réfléchir à tout. Vous l'avez examiné, la question, quand même. On ne l'a pas examiné, on n'examine pas quelque chose à table, un truc comme ça. Il faut un bureau d'études, il faut des choses sérieuses. Je ne sais pas, moi. Alors, un d'eux-mêmes, mes copains, m'a dit, mais tu sais, je pense que déjà, au point de vue homologation, je connais les règles qui touchent à tout ce qui est le revêtement, le bitume et tout ce que l'on veut. Je ne sais pas en quoi est fait exactement le revêtement de la nouvelle place du Casino, mais il n'est pas dit que ce soit conforme à ce que l'on exige d'une piste. Ce qui voudrait dire que si, par hasard, on arrivait à, enfin, d'après les calculs qu'il serait fait pour nous, à trouver un intérêt à le faire, je ne suis pas sûr que mon bon ami, votre bon ami Biamonti, trouve un grand plaisir à asphalter sa belle place, enfin une partie de la place, je ne sais pas. Alors vous êtes président depuis 1972 et en presque 50 ans de règne, oui, il y a eu des batailles. Il faut bien qu'un président d'une fédération internationale trouve une légitimité dans son propre pays. Alors qu'il soit président, vice-président, trésorier, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc vous n'éviterez jamais le fait que le président de l'Automobile Club belge, si c'était lui, puisse être élu président de la FISA. Par contre, où je trouve que ça s'aggrave, c'est que si ces deux casquettes ne me paraissent pas antinomiques, mais je reviendrai après sur ce problème, les choses s'aggravent quand une troisième casquette s'accole à celle-là, qui est président délégué de la FIA. Alors déjà, on a l'impression, pour parler simplement, il n'y a pas le juge d'appel. À qui je dois m'adresser si ça va mal? Et puis, il y a une quatrième casquette, c'est président du comité financier de la FIA. C'est-à-dire, je m'attribue mes budgets que je dépense comme je veux, mais j'en réfère bien sûr à l'Assemblée Générale, c'est évident, mais à la limite, je fais tout. Voilà le jeune Michel Bohéry au Royal Monceau, il est pas en mal, pleine crise, avec Jean-Marie Balestre. Ah, écoutez. Pape de la oui, il était pape de tout, qui était le monsieur en blanc à côté de Jean-Marie Balestre, place du Vatican. Pape ou dictateur, c'est pas... Non, c'était un homme de conviction, qui ne supportait pas la contradiction, qui était excessif dans la gentillesse comme dans le moment où il vous prenait dans le pif, mais on vivait. Dans la gentillesse sincère ou dans la gentillesse non, je pense, non, il était comme ça, il était sanguin. Ouais. Mais il ne le faisait pas méchamment quelque part, mais c'était un gagneur. Donc quand il disait quelque chose, il fallait que ça se réalise. Et à l'instant où on était en travers de son chemin,
il faisait tout pour vous torpiller. Moi, je le comprends parfaitement, ça. Et oui. Cette année-là, il avait supprimé le nom Monaco du calendrier des épreuves de l'année suivante. Oui, et puis vous avez vu qu'il a réapparu mystérieusement. Ah, c'est bizarre. Pas si mystérieusement que ça. Je ne sais pas, moi. Parfois, vous savez, ça part mal et puis ça arrive bien. Ah. J'ai jamais bien compris pourquoi, mais... Il y a des corrections de trajectoire. Et oui, des trajectoires, comme vous dites. Ouais. C'est tout à fait ça. Non, ça c'est bien fini. Voilà. Comment ça s'est fini, ça ne regarde que moi, mais ça c'est très, très, très bien fini. D'accord, mais est-ce qu'un jour ça pourrait mal finir? Est-ce que vous pensez que le Grand Prix de Monaco est menacé et pourrait un jour disparaître? Et je vous dis ça aujourd'hui en plus. Est-ce que vous pensez, je ne sais pas, moi, qu'un immeuble ne va pas s'écrouler? On ne sait pas. Un mauvais tremblement de terre, on est tous par terre. Dans le cas de Monaco, vous savez, je prends tout à la rigolade, mais c'est quand même une responsabilité parce que donner le départ, ça veut dire qu'on prend le risque que les pilotes se tuent sur la piste, et pire, parce que c'est leur métier, une voiture qui part dans les tribunes, ça peut arriver. Combien de morts, combien de blessés? C'est arrivé à Macao, une image très impressionnante. Bon, voilà. Et c'est pour ça que c'est presque par superstition, quand vous me dites par exemple comme tout à l'heure, on pourrait changer ceci, cela, je me dis, nom de Dieu, de quoi il me parle? Ça marche comme ça fait 50 ans que ça passe tiré par les poils du cul, et ça passe quand même. Hein. Donc je veux dire, il ne faut pas les taquiner, le diable. Alors, vous n'aimez pas le changement? Mais c'est pas que j'aime pas le changement, j'aime ce qui marche. Non, je pense qu'on n'a pas le droit, au poste où je suis, de foutre en l'air... Si tout pouvait rester tel que ça, vous seriez content. De foutre en l'air ce qui correspond quand même à 100 à 150 millions de chiffre d'affaires en ville. On ne peut pas se permettre de perdre le Grand Prix et de perdre cette sorte de manne. Oui, mais il faut pouvoir se renouveler aussi pour le garder, pour le pérenniser. Non, mais je suis bien d'accord. Avec des si, on fait ce qu'on... Bon, mais qui aujourd'hui dit que le Grand Prix doit être revu? Je pense qu'il faut savoir avancer quand on vous pousse très très fort. Les gens disent toujours le Grand Prix de Monaco manque de spectacle. Quand on entend Lewis Hamilton dire « Moi, si j'avais regardé le Grand Prix à la maison, dans mon canapé, je me serais endormi. C'est une procession. » Donc, on aime le Grand Prix, mais il y a peut-être... Il est tout à fait libre de penser ce qu'il veut. Mais je veux dire, moi, s'il n'est plus dans une écurie, j'en ai rien à foutre, soyons clairs. Je ne vais pas calquer notre action sur les pensées, fussent-elles sympathiques, de M. Hamilton. C'est son droit de penser que c'est une procession, bien. Mais il y a des gens qui aiment processionner. Pourquoi pas? Je veux dire, une hirondelle ne fait pas le printemps. On ne peut pas dire que le Grand Prix soit menacé aujourd'hui. Le Grand Prix garde sa notoriété. Il faut connaître ses faiblesses, mais il ne faut pas les exagérer. Il faut avoir le moral. Vous ne faites rien sans morale. Vous ne pouvez pas avancer en vous disant toujours « Ah oui, mais si je passe à gauche, ça sera mieux si je passe à droite. » D'abord, on fonce, on atteint l'objectif. Après, si on a le temps, on étudie les chemins de traverse. Mais pour l'instant, on a déjà eu assez de mal, toute l'équipe, hein, parce que je vous dis, seul on ne fait rien dans ce coup-là. On a déjà eu assez mal de ne plus être menacé, parce que c'était des inspections perpétuelles, des gens qui se plaignaient dans les organisations internationales, et pourquoi eux et pas nous. Tout ça, ça n'existe plus. Tant que je serai là, enfin je ne suis plus pour tellement longtemps, mais tant que je serai là, on bloque la situation, parce qu'elle est bonne. Alors Michel, l'année dernière, vous aviez participé à un documentaire sur les 90 ans du Grand Prix. Oui. Et il y a eu une belle passe d'armes entre vous et Bernie Ecclestone, l'ancien grand argentier, grand patron, grand Manitou de la Formule 1. On va dire qui restera dans les annales. On la regarde? Oui, volontiers. Alors en 2010, il y a un bras de fer entre Ecclestone et l'ACM. La position de Monaco, le Grand Prix le plus prestigieux, le Grand Prix incontournable, a priori indéboulonnable au calendrier parce qu'il y a une telle demande. Et donc Ecclestone n'était jamais vraiment en position de force. Il a exprimé le fait qu'il pourrait se passer de Monaco à l'avenir. I don't remember saying that, but I probably did. In fact, I'm sure he did, because we were talking about finance. C'est à l'anglaise. Hein. C'est au moment difficile quand il y a les renouvellements de contrats.
Et Boeri dit, moi je pourrais me passer de la F1. Monaco pourrait se passer de la F1. Ben oui, par exemple, avec la Formule Indy, l'IndyCar, la Formule 1 américaine. C'était du niveau, je peux me passer de Monaco. L'IndyCar, on n'avait rien à foutre. Ça faisait partie du jeu pour intoxiquer l'autre. Hein. Okay. Non, mais IndyCar à Monaco, ça ne tient pas la route. Je veux dire, sur un plan sportif, c'est dans ce sens-là que je dis, il n'y avait rien à foutre. Parce que les gens d'IndyCar y ont cru. Et se sont manifestés. Ce qui était très bien, ce qui m'a permis de dire à notre ami, IndyCar, c'est les Américains, c'est l'avenir. Toi, tu es british, tu me fais rire. Voilà. Les coups de poker font partie de la vie politique du sport et évidemment du sport automobile, et encore plus de la Formule 1 qui est au sommet du sport automobile. I think they knew we couldn't do without Monaco, and I knew we couldn't do without Monaco. But I wanted to get a few more dollars if I could. I can't imagine Formula One without Monaco. I can say that quite happily now, because I'm not having to negotiate a contract with them. Actually, what I did say to the Prince in the first place, that we could race and would race in Monaco without any payment. But please don't try. Monsieur le Président, votre motivation à vous, c'est quoi? Parce que quand on parle de l'Automobile Club, j'ai pas le sentiment que les voitures et la performance sportive, ce soit forcément votre passion. Vous, c'est quoi? C'est l'outil, c'est le rayonnement de la principauté, c'est une organisation exceptionnelle, c'est la gestion de 650 bénévoles volontaires autour du Grand Prix, peut-être de commissaires. Oui. Ajoutez-en quelques milliers. 3000 au total, mais 650... Oui, 3000, tout le service confondu, ils ne sont pas tous bénévoles, ça c'est clair. Non, alors écoutez, moi j'ai toujours considéré que chacun était bon dans une discipline quelle qu'elle soit. Je ne crois pas que pour un automobile club, il faille un sportif qui ne voit que la performance, le tracé du tournant, enfin des choses de ce genre-là. Ça, c'est le boulot du commissaire général. C'est tout à fait le boulot du commissaire général, des commissaires généraux, dont chacun a ses spécialités, hein, les rallyes, l'autre le Grand Prix, et ils ont d'autres assistants autour d'eux. Et de toute façon, on a des bureaux d'études, il est évident qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Mais ce qui est intéressant, moi je suis arrivé à une belle époque, c'est-à-dire que le Grand Prix avait sa notoriété sans problème, mais toutes les infrastructures restaient à réaliser, je veux dire, pour arriver à l'image actuelle. Donc je me suis explosé, entre guillemets, à voir ça s'est pas fait d'un coup. C'était chaque année, il y avait quelque chose de nouveau, les échappatoires, l'élargissement du quai pour la chicane. Le corps des commissaires. Tout ce qu'on veut, le corps des commissaires, tout ce qu'on veut. Il y avait largement de quoi faire. Moi, je suis arrivé, il y avait 200 mètres carrés, 6 personnes qui travaillaient, le Grand Prix, le rallye. Au club. Au club. Depuis, on a quand même passé à 6500 membres, 2000 mètres carrés ou un peu plus, 2500 mètres carrés de surface, 65 personnes qui travaillent en temps plein. De 2 épreuves, on est passé à 5 à 6, 7. Vous avez le sentiment qu'il n'y a plus rien à faire de nouveau, quoi. Mais, oui, non, mais vous savez, pour faire, il faut de l'argent. C'est aussi bête que ça. Faire les idées, ça ne sert à rien. Les idées, c'est de les mettre en phase de construction. Je ne vois pas tellement ce qu'on pourrait ajouter qui donne un caractère de modernité générale. Hein. Je ne dis pas sectoriellement, je dis une autre image et tout. Je ne vois pas comment on pourrait tourner la chose. Ce qui reste bien chez nous, c'est qu'à Monaco, on s'attend à une certaine tradition, un certain maintien, un certain décorum. C'est ça qui fait Monaco. Parce que, imaginez qu'il y a des gens qui viennent en sac à dos ici, et je ne vois pas où on les met d'abord, et puis au prix des places, c'est pas possible. Voilà, je veux dire, chacun doit avoir sa spécificité. Yana, c'est la grande fête populaire. Ici, c'est une grande fête un peu plus réservée, si je puis dire. Et voilà, c'est magnifique. Moi, j'ai jamais vu ailleurs qu'à Monaco ces bateaux pleins de gens. On va en avoir qui sombre, c'est pas mes oignons, ça c'est le port. Les gens sur les balcons. Un jour, il y en aura un qui descendra, ça ne rate pas. Et oui. Ça, c'est toujours votre inquiétude, ça. Hein. Que ce soit au balcon, dans les tribunes, sur la piste. Tous les matins, vous faites un signe de croix en vous disant pourvu qu'il ne se passe rien pendant l'épreuve. Je touche peut-être autre chose, autant que je me souviens, le signe de croix, je ne me souviens pas. Mais, votre chapelet. Oui, bon, on me flattait. Non, je pense que pour les tribunes, il faudrait vraiment un coup de malchance exceptionnel. C'est quand même
une entreprise entrepose, nos amis qui les aident chez Britannia, Polymétal, ça fonctionne depuis 40-45 ans. C'est rodé, c'est du sûr, c'est parfait. Moi, Donc on ne change rien. Pour l'instant, à 95%, allez, je dis exprès un peu plus bas, on est à peu près sûr. Après, c'est l'élément extérieur. Qui peut prévoir quel balcon risque de s'écrouler? Si toutefois il y en a un qui s'écroule pour l'instant, il n'y a personne qui est tombé. Mais voilà, ça c'est l'imprévu. Un jour, vous m'avez dit, pour réussir, il faut un entourage Ah oui, c'est et essentiel. de la chance. Ah, beaucoup de chance. Ah, je crois beaucoup à la chance. Alors déjà, l'entourage. Alors, Vous êtes avec la même bande de copains. non, mais moi, je les ai même connus depuis avant 50 ans. l'Automobile Club. Je veux Ouais. dire, on était, par exemple, Ferry, L'écurie on était Monaco. ensemble à l'écurie Monaco, etc., etc. Non, si on n'a pas, dans le cas précis, je ne parle pas de tout le personnel qui entoure les secrétaires, assistantes, rodées à tout, oui, il faut à peu près 12 personnes. Et puis, de toute façon, je prends un exemple idiot. Si on parle sécurité incendie, on ne va pas parler entre nous. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache. Et puis, il y a quand même les sapeurs-pompiers, il y a tout ce qu'on veut. Avec la police, ce n'est pas nous qui allons nous mettre en travers de la route. Sur les schémas d'évacuation avec la Croix-Rouge et tout. Vous savez, par exemple, que pendant le Grand Prix, il y a 42 médecins réanimateurs. 42. C'est énorme. Et puis, bien entendu, il y a la Croix-Rouge derrière, les brancardiers, les infirmiers, tout ce qu'on peut penser. Et alors, tout ça, c'est sous la houlette du bon docteur Scarlot, qui mène ça, il est connu. Robert Scarlot, qui est vice-président. Je veux dire, il n'a pas besoin de taper sur la table. Il voit immédiatement ce qui cloche pas, et avec gentillesse, il obtient tout ce qu'il veut. Voilà, et lui, il a assez d'autorité d'y arriver par la gentillesse. Ça m'a toujours laissé ébloui et pantois. Vous, l'autorité, vous l'imposez comment? Elle s'impose Je d'elle-même? dois avoir une sale gueule. Ça marche, ça fait. J'ai pas besoin de gueuler. Vous Ça permettez de marche. ne pas répondre? Pardon? Je ne répondrai pas. Non, pas du tout. J'évite. Je chante. Quand il y a des torpilles, hein, rattrape-moi. Il ne faut pas hésiter. Non, moi je ne sais pas. Enfin, j'y suis. J'allais pas dire j'y suis, j'y reste. Je dis jamais eu de problème avec les problèmes de gestion. Oui, j'ai eu des types qui nous ont quittés, comme toujours. Vous savez, il y a des caractères entiers qui ne supportent pas certaines choses. Mais sur 50 ans de vie commune, si je puis dire, à 10, on s'est vraiment bien entendu. On s'entend d'ailleurs très bien. Vous avez parlé de Michel Ferry, vous avez parlé de Robert Scarlot. Je peux parler de Tornator, je peux parler Christian Tornator, commissaire général. Je peux parler d'Alexandre. Rushdie Hadjar, le directeur général. Je vois tout. Oui, je ne peux pas les citer tous. C'est une vraie équipe. Non, et les commissaires, il y a un gros paquet sur les commissaires, 580 types, ça se gère, mais il faut de la discipline, il ne faut pas arriver, Mais c'est ça, donc une discipline quasi militaire. Donc avec des grades, des uniformes. Mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé autre chose pour faire marcher les hommes dans une certaine... Et les femmes? Hommes et femmes d'ailleurs, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je ne suis pas du tout anthropologue, comme c'est l'autre, mais on a remarqué que les femmes, au signalement, étaient beaucoup plus réactives que les hommes. Je ne sais pas... Donc signalement sont les drapeaux. Oui, les drapeaux et tout. Donc il faut en fonction de la situation, trouver le bon drapeau. Les situations beaucoup plus facilement, elles sont beaucoup plus réactives. Peut-être elles boivent moins. Vous dites que les femmes sont plus compétentes que les hommes. Je ne dis pas, vous ne comprenez rien, ou je m'exprime mal. Non, mais ce serait bien de le dire. Il faut le reconnaître. Mais par exemple, moi j'aime bien les hommes, non? Ah bon? Non, les femmes. Attention, hein, on ne monte pas cette émission, il n'y a pas de montage. Hein, donc Michel Bohéry, j'aime bien les hommes. Et qu'est-ce que vous aimez, vous? Vous. C'est vous que j'aime. Non, alors, je reviens aux filles. Il y en a quand même une bonne trentaine. Ne revenons pas aux filles. Non, donc, l'important, c'est de savoir s'entourer et de savoir déléguer. Oui, s'entourer, déléguer. Et puis, quelque chose, moi, que je remarque, le niveau moyen, intellectuel moyen, je veux dire, des commissaires augmente considérablement. Je veux dire, les méthodes doivent changer. C'est plus par la persuasion que par le coup de gueule. Ça ne marche plus. Aujourd'hui, il faut qu'ils adhèrent à un projet, qu'ils aient la sensation d'y participer vraiment, d'être entendus, d'être écoutés, d'être traités comme ils le doivent. C'est rien d'extraordinaire. Sans les bénévoles, il n'y a pas de Grand Prix. Ah, c'est évident. Si les bénévoles posaient le casque, si je puis dire, par terre, s'ils étaient mécontents, on arrête. Hein. Permettez. Arrêt au stand.
Quand vous faites le tour du circuit, est-ce que vous avez le sens du détail? Est-ce que, je ne pense pas que vous le soyez, mais je vous pose la question, est-ce que vous êtes un pinailleur? Est-ce que vous allez regarder le moindre petit truc? Vous voyez tout? Je vois tout. Non, je ne vais pas pinailler, c'est pas de ma faute, je vois tout. Par exemple, dans votre bureau, si jamais le cadre est un peu de travers... je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, Eh oui, c'est plus fort que vous. Alors maintenant, je suis plus intelligent parce que j'appelle quelqu'un qui dit « je le redresse, dites-moi s'il est droit ». Parce qu'avant, j'allais, je reculais, je revenais, je reculais. Bon, non, mais je me suis... Ça, c'est l'expérience. Voilà, l'expérience. Non, c'est visuellement, c'est pas pour le plaisir d'enquiquiner ou d'aller fouiller où il ne faut pas. Mais il y a des choses qui choquent. Il y a comme dans la décoration, comme une cravate qui ne va pas, je ne sais pas moi. Ok, bon, les choses qui choquent. Vous me tendez une perche, vous vous choquez. Dans les dîners en ville à Monaco, vous dites des horreurs. Vous aimez choquer. Est-ce que ça veut dire que c'est une façon pour vous de montrer votre liberté? Non, pas du tout. Moi, je suis cash. Je suis comme je suis, avec mes qualités et mes défauts. Ça veut dire quoi être cash? Point final. Cash, ça veut dire... Quand il y a quelqu'un qui vous emmerde, non, vous lui dites tu m'emmerdes. Je sais parfaitement être faux comme un jeton. Je sais très bien le faire. Toute ma vie, je l'ai fait dans les trucs internationaux. On ne peut pas y aller en disant je vous emmerde. Ça ne marche pas. Mais après, pourquoi irais-je mentir à l'unisson? Il y a des choses qui me choquent profondément à Monaco. Et quand le sujet tombe là-dessus, je ne vois pas pourquoi je devrais penser comme tous les gens qui bénéficient de certaines choses qui sont indues. Voilà, il y a des choses qui me choquent. Là, on voit toute l'habileté de l'avocat. Moi, je dis c'est vous qui choquez et vous enchaînez sur « il y a des choses qui me choquent à Monaco ». Hop, vous inversez la charge. Non, mais qu'est-ce qui vous choque à Monaco? Rien ne me choque parce que c'est le plus beau pays du monde. Vous venez de dire, d'accord, non, ce qui me choque, c'est des avantages auxquels certaines personnes accèdent et auxquels ils n'ont franchement pas droit. Je veux dire, il y a quand même un moment, on vole l'État. C'est l'État, c'est l'argent de tous, c'est celui de l'État, et je trouve que c'est pas bien. L'attribution des logements domaniaux, quand je vois certaines personnes qui en profitent, avec des situations exceptionnelles, ça ne me plaît pas. Voilà, moi j'ai toujours pensé domanial, social, ça veut dire gens qui sont vraiment, qui ont besoin de ça. Oui, mais quand on vit dans un pays où le mètre carré moyen se négocie 50 000 €. Présentez-vous aux élections, voilà. Non, c'est pas ça que je dis. Tout le monde a droit à être dans un penthouse parce qu'il le mérite. Pas du tout, mais il faut préserver la population monégasque à Monaco. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que certaines personnes, c'était presque de droit. Présentez-vous aux élections. Vous me dites ça. Je vous réponds. Certaines personnes, c'est évident qu'il faut les aider. C'est évident que pas tout le monde ne peut pas se payer un loyer à 8, 10 000 euros, 15 000 euros par mois. Ça, c'est évident. Mais ce qui me choque, c'est que des gens qui pourraient faire l'effort d'y arriver, parce qu'ils sont très riches, vont dans des logements domaniaux, ce qui fait qu'on est obligé sans arrêt d'en construire, et ce qui grève considérablement, je pense, les finances de l'État. On ne peut pas tout avoir. Donc être monégasque, c'est pas juste dire j'ai droit à. Quels sont les devoirs d'un monégasque? Comme le devoir de tout citoyen, nous on est des sujets, c'est différent. D'être loyal à son pays, d'avoir un certain code d'honneur, d'avoir un certain code de conduite, de ne pas profiter de ce qui semble facile à avoir parce que l'État est, comment dirais-je, trop indulgent. On ne profite pas de la faiblesse. Je veux dire, chacun a son petit coin d'orgueil, je suppose. C'est quand même la principauté qui induit le courant économique qui favorise tout le monde. C'est quand même parce que c'est la principauté de Monaco que les caisses de l'État sont remplies, étaient remplies. C'est quand même tout à fait anormal que des gens représentants du peuple, entre guillemets, entre parenthèses, j'en ouvre une, là je préfère être sujet du prince que de peuple monégasque, 9000 personnes, ça serait plutôt une peuplade de Zoulous, enfin je ne sais pas exactement, j'ai rien fait aux Zoulous. Non, alors, je ne sais plus où j'en étais, mais donc je crois qu'on doit respecter une règle commune, c'est le respect de l'État, c'est le respect de l'argent de tous, c'est le respect de la réputation de Monaco. C'est trop facile de tricher, de frauder quand vous ne risquez rien. C'est ça que je ne comprends pas. Je comprends qu'on puisse faire les pires choses, mais on sait qu'au bout, il y a la justice, et ça peut faire vinaigre. Mais là, dans l'impunité totale, chacun sachant tout, c'est énorme. Voilà. Il y a des choses comme ça qui me choquent. Il y a des demandes de dommages et intérêts à l'État qui me choquent.
terriblement. Et voilà. 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 D'accord, je vois où vous voulez en venir. Donc là, en l'occurrence, ce ne sont pas des monégasques. Je vais revenir à rien, mais quand on est résident, étranger, quand on est résident monégasque, et qu'une grande partie de sa fortune, parce qu'on parle de fortune, là, provient quand même des travaux qui ont été confiés, concédés par l'État, si par malheur, une fois, au bout de X années, un petit pépin arrive, ça veut dire, dans une affaire qui est de toute façon qui n'est pas claire ni d'un côté ni de l'autre, enfin il y a à boire et à bouffer, de voir arriver... Je décode, on parle de l'esplanade des pêcheurs. Oui, on parle de l'esplanade des pêcheurs. Voir arriver parce qu'elle ne s'est pas faite, et c'est un contexte de droit pas facile, arriver à demander une indemnité au gouvernement de 500 millions d'euros sur le préjudice qu'il a subi du fait que le projet qu'il envisageait n'a pas été réalisé, que les bénéfices y afférents n'ont pas été perçus par lui, je trouve ça énorme. Voilà. Être quand même étranger dans un pays, même si on est résident, faire ce genre de demande au gouvernement, à l'État, ça me choque profondément. Maintenant, l'État fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire de manière générale quand vous vous adressez à la fois à la peuplade, comme vous dites, de Monégasque, et aussi à certains résidents étrangers, vous dites qu'il faudrait un peu plus de morale à Monaco? Je dis de la part des Monégasques qui ont la chance d'avoir le statut que nous tous nous possédons, parce qu'il n'y a qu'à regarder à 2 km à vol d'oiseau, 1 km à vol d'oiseau, regardez comment on vit à côté, hein, à égalité de diplôme ou d'autres choses. Alors ici, c'est un pays béni des dieux. Et je suis désolé, je ne vais pas faire un coup de lèche pour le faire. On a quand même une dynastie qui dure depuis 700 ans. On n'a pas des braves gens qui, tous les 5 ans, changent. Hein. Ça donne quand même une confiance dans la pérennité, dans la solidité de l'État, et ça amène plutôt les gens à avoir envie d'investir ici plutôt que dans un pays qui est instable. La continuité, c'est... Eh bien oui, c'est bon. Alors ça, c'est la chance que l'on a. Et en gros, vous dites que les Monégasques, ce sont des sujets du prince, ce ne sont pas des citoyens et des électeurs. Ce sont des citoyens spéciaux dans le monde. Voilà. Et je pense que se revendiquer comme être un sujet du prince, et non pas le énième bonhomme, le peuple, les fesses et le reste, on ne peut pas être deux à commander un pays ou à faire semblant que l'on est le mentor de l'autre. Ça ne va pas, bon, pour moi. J'espère que les choses, avec un petit changement qui se profile, enfin qui est arrivé au gouvernement, les choses, on remettra un peu les compteurs à zéro. Parce que là, on est sur une lancée. Je veux dire, on a pris beaucoup d'habitudes. D'habitude, de libéralité pendant la crise? C'est ça que vous sous-entendez? Non, mais ça c'est un petit détail. Mais enfin, je dis claquer 500 millions pour aider parfois des gens qui n'en ont pas besoin, ça me fait profondément rire. Parce que je ne sache pas, pour parler des restaurateurs, pas les petits, les gros, que quand les affaires marchaient bien, ils soient venus vous dire, monsieur, vous savez, on a tellement bien marché ce mois, je vous fais une réduction sur l'addition. Non, vous l'avez vu, vous? Moi, pas encore. Alors, ils ont une mauvaise période. Je compatis comme tout le monde. Mais on a tous des mauvaises périodes. Tous, tant que nous sommes. Et ce n'est pas parce qu'un type a un appartement 3, 10, 50, il peut avoir des projets en cours ailleurs qui le mettent financièrement en danger. Il y a beaucoup les vieilles familles monégasques. Les parents n'ont pas légué grand-chose, pour la plupart d'entre elles. Mais un petit revenu d'un appartement, d'ailleurs bloqué par une loi que je qualifierais de scélérate, leur permet peut-être d'avoir les 1 200 € qui viennent en renfort de la pension de vieillesse de 1 800 €. Ça compte. Si brutalement vous leur coupez ce petit revenu, ils sont fort embêtés. C'est normal. Donc on peut parler des heures, mais en fait, je dis simplement, quand on a la chance d'être dans ce beau pays, il faut l'apprécier, voilà, dire sans arrêt qu'on est mal, qu'on n'a pas ce quoi on doit droit, qu'on est maltraité. Je trouve que ça me choque terriblement. Bon, peut-être ai-je tort, hein, je ne sais pas. Voilà. Mais bon, je ne referai pas le monde. Hein. Comme a dit le prince Régnier, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Eh oui, eh oui. Et Kennedy aussi. Enfin, moi, j'ai l'impression quand même d'avoir donné. Alors, peut-être pas suffisamment, peut-être pas bien, mais je m'en fous, j'ai donné. Vous n'avez pas pris? C'est pas la tentation qui m'a manqué. Non, c'était difficile. C'est difficile. Vous savez, la société était différente. Moi, je sais qu'à l'Automobile Club, à un moment donné, on me reprochait de travailler toujours avec les mêmes entreprises, parce qu'ils pensaient que je favorisais l'un ou l'autre.
y avait des appels d'offres, mais on finissait toujours sur les mêmes. Et je me souviens, un beau jour, ils étaient gênés de me le dire, il m'envoie un conseiller d'État qui était un homme charmant et qui a passé, si vous voulez, un audit, mais un audit sévère, complet et tout. Et à la sortie, il avait tout compris, le type, donc aucun problème. Il a pu faire tout l'audit ou il s'est pris un coup de pied derrière? Il a travaillé 3 mois. Ah oui. Il a tout fait sortir, mais avec une courtoisie exceptionnelle. Je veux dire, on ne pouvait même pas se vexer quand vraiment c'était vous dire en filigrane, je vais voir là si vous n'avez pas commis une malhonnêteté. Mais il vous l'enfilait tellement bien, si je puis dire. Et puis avec une qualité de réflexion, de méthodologie tout à fait exceptionnelle. Monsieur Charrier, je m'en souviens. Et donc, après, ils ont compris que c'était quand même plus logique de ne pas prendre le moins de 10 ans qui vous laissaient les travaux en plan au milieu des travaux et peut-être de travailler avec des gens qui avaient la solidité. Comment peut-on imaginer qu'on trafique avec une entreprise comme Anthropos? C'est moral la Formule 1 ou pas? Bah, si le fric est roi, bien sûr, c'est normal. Hein. Je veux dire, il y a de tout en Formule 1. Donc la Formule 1 est-elle morale selon vous? Je vois pas, moi, je ne fais pas de corrélation entre le fric et la morale. Hein. Alors l'argent sale, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a de l'argent propre? L'argent sale, par définition, c'est ce que... Je ne vous parle pas forcément d'argent sale. Bon, je vous parle de gens qui sont prêts à tout pour de l'argent. Il n'y a pas qu'en Formule 1. Hein. Mais je ne vous parle pas du reste, je vous parle de Formule 1. En Formule 1, vous avez quand même des gens qui sont là pour gagner. Pour gagner d'abord au plan sportif et puis ensuite pour rentabiliser leur victoire. Et leur victoire, ça se rentabilise auprès de sponsors, auprès de gens qui prennent des participations dans votre affaire. Et donc oui, il y a un intérêt tout à fait évident. Et ensuite, on voit quand même que lorsque Ecclestone a vendu son affaire, il a vendu des sommes colossales. Des milliards. Ouf, oui, et beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les gens de Liberty doivent se demander peut-être au moment où nous parlons s'ils ont tellement fait une bonne affaire. Hein. C'est tout. Donc, c'est pas qu'ils soient cupides et tout, mais vous vous rendez compte du train de vue d'une écurie, ce que ça peut coûter. Vous savez qu'il y a des écuries, il y a 700, 800 personnes autour. Vous êtes inquiet pour l'avenir de la Formule 1 ou pas? Parce que déjà, il y a quelques mois, ça commençait aussi à sentir un petit peu le roussi, même si vous dites que vous aviez rempli vos tribunes, que les sponsors étaient au rendez-vous pour l'édition 2020. On voit bien qu'avec la préoccupation pour le climat, bon, ces voitures thermiques qui roulent, c'est à mourir de rire. Le bruit, c'est plus tellement à la mode. De toute façon, il faut réfléchir. Vous savez, il y a quelques beaux esprits qui décrètent ce qu'est la mode. Tant qu'on aura 80 000 spectateurs dans les tribunes, la mode, c'est la faute au cul, vous comprenez, en termes clairs. Alors, ceux qui payent parlent, ceux qui réfléchissent continuent à réfléchir, c'est très bien, je trouve. Non, mais vous n'êtes pas inquiet? C'est pas la vie, ça. C'est pas la vie. Alors, la pollution de la Chine, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tous les gazer, et vous vous rendez compte, vous allez me parler de 18 Grands Prix par an, même s'il y a pas mal de vols, c'est infinitésimal. Où vous avez raison, c'est de se demander si la Formule 1 va continuer encore longtemps. Non pas parce que... je veux dire les empêchements que vous citez, mais est-ce qu'économiquement, elle sera toujours... C'est ça, donc maintenant, avec la crise économique, potentiellement la disparition de certaines écuries... surtout de certains sponsors, je pense, et plus de certains sponsors qu'aux écuries. Il va y avoir, vous savez, ça s'est pressé plusieurs fois en Formule 1, il y a des hauts, des bas, mais comme pour l'instant, il n'y a rien qui concurrencie, à un moment donné, on nous a fait des prunes, il n'y a pas d'autre mot, avec le e-prix, les voitures électriques et tout, bon... ça ne fait pas grand monde dans les tribunes, hein, donc je pense que les gens ne sont pas tellement acquis à cette cause. Mais pour en revenir à la Formule 1, je pense qu'il y en a quand même que pour quelques années. Hein. Il va y avoir un coup de mou, là, quand on va reprendre l'année prochaine, c'est évident. Vous savez, après tout repart brusquement, l'argent revient, on ne sait pas pourquoi, il n'y en avait plus. Ouh là là, ça va mal, ah, donnez-moi, et puis d'un coup, pouf, ah, mais d'où il sort? Ah, je ne sais pas, ouh là là, c'est bizarre. Bon. Est-ce que la passion reste intacte ou la passion s'émousse un peu? Oui. Non, je n'ai plus le même enthousiasme dans le sens où j'ai vu trop de choses. Je veux dire, je me suis passionné pour énormément de choses. Elles se sont bien finies ou mal finies. Donc, je veux dire, toutes les émotions, je les ai un peu épuisées.
Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je dois organiser ma sortie, c'est normal. Je veux que les choses soient faciles pour mon successeur. Je veux dire, il faut qu'il n'ait pas tout à réapprendre sur le terrain, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des types qui ne m'ont jamais trahi, je veux dire, qui ont toujours été corrects, mais on peut vous empourber dans cette histoire-là, vous ne voyez rien passer qui que l'on soit. Si vous n'avez pas une équipe loyale autour de vous, il vaut mieux aller à la pêche. Hein. Parce que je vous répète, on ne peut pas tout contrôler, c'est bien évident. Et puis on arrive à des disciplines que l'on connaît mal soi-même, alors qu'il n'y a aucune raison qu'on intervienne. Donc, je reviens, je me répète, je gâtise, les collaborateurs qui sont des amis, on ne peut pas parler de collaborateurs, c'est primordial, essentiel. On est tous dans le même bateau, et bien sûr, je suis le fusible qui doit sauter en tête, mais ils savent très bien que si je saute, ils sautent avec. Donc, je veux dire, on a déjà une communauté d'intérêt pour aller de l'avant, c'est bien. Mais on souhaite tous que vous restiez le plus longtemps possible. Eh oui, pour moi le premier. Ah. Mais quels seraient les conseils que vous donneriez à votre successeur? Donc avoir une équipe. Non, je pense quand même qu'il faut faire le sacrifice d'une présence très renforcée. Je pense que l'Automobile Club, à moins de 3-4 heures par jour, c'est pas la peine. Je veux dire, on n'imagine pas tous les problèmes que ça peut poser, tous les problèmes qu'il faut anticiper, tous les gens qui ont quelque chose à modifier, à venir vous demander, garder le contact avec son état-major, entre guillemets. Tout dépend de la personnalité du type, c'est tout. Moi, j'ai un passé qui me permet quand même d'être relativement libre avec le gouvernement. Je veux dire, j'y vais pas en tremblant des pieds ni quoi que ce soit. Au plan international, je suis un vétéran, si je puis dire. Tout le monde connaît les démêlés, tout le monde ne nous a jamais enquiquiné à la fédération. Et ça continue d'ailleurs, avec d'autres, ça se passe très bien. Je ne sais pas, moi j'ai la chance, je veux dire, je me vois à la fin, je ne sais plus comment j'ai commencé, c'est loin. Donc pour moi c'est devenu facile. Mais je ne suis pas sûr, mon successeur il devra en baver, on en a tous bavé, il n'y a pas de miracle dans ce coup-là. Il faut blanchir sous le harnois, comme disait l'autre. Et surtout, il faut se retrouver dans des crises difficiles. Mais si on peut quand même les éviter à nos successeurs, ça serait une bonne chose. Ne serait-ce que de leur laisser une visibilité avec un nouveau contrat de moins 6 années. Ce qui serait déjà bien pour la respiration du futur. Merci Michel Boëri d'avoir été notre invité dans La Vigie. Je vais vous demander votre autographe. Contrôlez si... Avec votre épitaphe. Oser servir, c'est la devise des commissaires. Oser parce qu'il faut y aller, et servir parce qu'il faut fermer sa gueule. C'est une simplicité totale.